Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier débat public organisé conjointement par Espace Muslima et Frislam, deux associations citoyennes actives sur le canton de Fribourg, dans ce qu'on appelle le faire ensemble. Car c'est bien ça dont il s'agit ce soir, dépasser le vivre ensemble pour atteindre le faire ensemble et être actif dans la société pour la faire avancer et évoluer ensemble. Je voudrais particulièrement exprimer ma gratitude envers l'Université de Fribourg qui, de par sa tradition humaniste et de par son ouverture vers l'autre, favorise depuis toujours les espaces de réflexion tels que ce débat, sur des questions d'une importance capitale pour le développement de notre société, notamment en mettant en exergue l'égalité des sexes et l'engagement des femmes à tous les niveaux de la société, que ce soit au niveau de la famille, de la politique et de l'environnement. Je me permets de dire deux mots sur Frislam, dont je suis le président, pour vous familiariser avec l'un des co-organisateurs de cet événement. Plus d'une année est passée depuis la création de notre association qui se veut être au service non seulement de la communauté musulmane fribourgeoise, mais de notre société dans son ensemble. Le fil rouge sur lequel se construit la philosophie de Frislam est de créer des ponts entre les musulmans eux-mêmes, car venant d'horizons et de traditions diverses. Des ponts entre les musulmans et la société fribourgeoise. Des ponts entre les acteurs de la région qui œuvrent pour le vivre ensemble et le faire ensemble. Vous me direz pourquoi des ponts ? Rappelons-nous que tout simplement que le canton de Fribourg ou le paysage du plateau, le canton de Fribourg où le paysage du plateau fribourgeois est profondément marqué par la Sarine qui, depuis la fin de l'ère glaciaire, s'est creusé une gorge au travers des collines morainiques, entamant en profondeur les bancs de Molas. Il suffit de se promener en Basse-Ville pour faire la découverte de ces ponts jetés de part et d'autre de la Sarine, de part et d'autre du Röstigraben, comme un appel à l'ouverture au dialogue et à la rencontre de l'autre. Dans ce même état d'esprit, Frislam veut jeter des ponts. Et pour y arriver, dans une première phase, il s'agit de rattacher le citoyen musulman à ses racines communales et cantonales. Deuxièmement, de favoriser l'implication des citoyens fribourgeois de confession musulmane dans la société dans laquelle ils évoluent pour y apporter une plus-value utile et bénéfique. Ainsi, durant l'année écoulée, plusieurs événements ont jalonné cet engagement et cette implication auxquels la population fribourgeoise a été conviée et a pu participer. Concernant le débat de ce soir, afin d'aller dans le cadre de cette implication citoyenne au sein de notre société, ce débat souhaite, à travers l'exemple de quelques femmes engagées dans divers milieux, inaugurer un débat constructif sur l'apport central qu'a la femme par son engagement politique, familial, associatif, entre autres. Par ce débat public, notre but est de montrer dans notre population suisse, diverse et riche, la femme, qu'elle soit musulmane ou non, d'origine helvétique ou non, peut s'engager de manière concrète pour sa commune, son canton, sa société, son pays, et ce, dans n'importe quel domaine. Ce débat va également montrer que les femmes musulmanes sont très actives et impliquées dans la société suisse, contrairement aux stéréotypes et à certains clichés véhiculés notamment par les médias, mais surtout par le café du commerce. Le riche panel présent ce soir, que je remercie vivement par sa présence, va apporter, j'en suis certain, divers éléments factuels sur ces engagements féminins au sein de notre société. Pour terminer, notons que notre société est appelée à relever les divers défis en cette époque. Et ce soir, pour lancer le débat, posons la question suivante. Au vu de la diversité linguistique, culturelle, religieuse, ethnique qui existe à Fribourg et en Suisse, serait-ce au travers d'un plus grand apport que la femme que nous construirons un meilleur vivre ensemble ? La question est lancée à nos intervenants et intervenants. Je vous souhaite un excellent débat et une très bonne soirée. Bienvenue à ce débat organisé notamment par Frislam
l'association des éléments fribourgeois. Je me présente rapidement, donc je suis secrétaire au secteur. J'interviens ici des journalistes indépendants. Alors, quel rôle jouent les femmes à travers leur engagement politique, familial, religieux ou associatif? Quel est leur apport spécifique dans ces différents domaines? Les femmes parviennent-elles à concilier vie de famille, vie professionnelle et engagement civique et politique? Quelle résistance rencontrent-elles? Quelles difficultés rencontrent-elles? Enfin, quelles solutions pour dépasser ces difficultés? Pour débattre notamment de ces questions, Priscilla m'a donc fait appel à 4 invités. J'accueille tout de suite donc Béatrice Bertli. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale du Parti démocrate chrétien. Avec nous également Tania Guillaume. Vous êtes aumônier de l'Université de Fribourg. Bonsoir à vous. Notre troisième invitée est Lucia Dalla, vous êtes ancienne conseillère municipale des Verts de la commune de Vernier, près de Genève, et enseignante, bienvenue à vous. Et enfin, j'accueille notre unique invité homme de la soirée, Samir Gelassi. Vous êtes imam, vous êtes médiateur interculturel et membre de la Commission fédérale de la question d'immigration. Bonsoir à vous toutes et tous. Bonsoir. Alors, à l'attention du public, je propose un débat d'environ 1 heure. Au terme de cette heure de débat, on accueillera des questions du public. Alors, pensez-y d'ores et déjà, on se réjouit d'accueillir vos questions, bien évidemment. Moi, je me tourne tout de suite peut-être vers Béatrice Bertli. Une question très simple, selon vous, quel rôle jouent les femmes en politique? Normalement, j'ai une voix assez portante, que j'ai pas besoin de microphone, parce que le microphone ne marche pas. Faut appuyer sur le bouton. Ah voilà. Ça. Le rôle des femmes en politique, d'après moi, c'est le rôle que jouent les femmes dans tous les domaines de la vie. C'est qu'elles amènent une diversité, une diversification. Parce qu'en politique encore, les femmes sont en minorité. Il y a moins de femmes élues, il y a moins de femmes engagées, et même moins de femmes secrétaires générales de partis, donc dans le staff des partis, il y a moins de femmes. Donc déjà, c'est une diversification parce que ce sont moins. Et deuxièmement encore, nous parlons partout et tout le temps de la conciliation de vie famille et de vie de travail. Et d'après moi, il y a cette troisième dimension, c'est la conciliation de vie, de travail, de famille et de politique. La politique, c'est un engagement largement bénévole. Et de là, les femmes peuvent apporter encore beaucoup parce que de concilier une vie tout entière avec toutes sortes d'activités, c'est quelque chose que les femmes ont beaucoup d'expertise en le faisant. Donc les femmes amènent encore un certain aspect de la vie quotidienne en politique, ce que je crois est extrêmement important. L'a entendu aussi tout à l'heure, nous avons un système de milice, donc il faut que la société ait accès à la politique avec des gens qui représentent la société. Et ça, c'est un des éléments qu'apportent les femmes. Mais deuxièmement, les femmes sont engagées dans plusieurs partis. Dans la meilleure des cas, c'est le parti PDC, le Parti démocrate chrétien, donc mon parti dont je suis hooligan. Mais finalement, les points forts, où on veut s'engager, ça dépend plus du parti qu'on choisit que du sexe de la personne qui fait la politique. Alors, restons avec la secrétaire générale du PDC suisse. Sur les questions de société, on dit que les femmes au PDC réussissent à donner au parti une ligne plus progressiste et plus pragmatique que les hommes. Les femmes en politique, est-ce qu'elles favorisent le changement? Est-ce qu'elles apportent des solutions novatrices? Il y a des femmes qui ont marqué beaucoup la politique suisse, non seulement la politique de mon parti. On avait la première présidente du Conseil national qui était une PDC, Edith Stamm. On avait la première présidente du Conseil aux États qui était une PDC. Le droit de vote pour les femmes, vous le savez bien, ça fait pas extrêmement longtemps en Suisse que nous l'avons. On a eu des conseillères fédérales très connues comme Ruth Metzler et maintenant Doris Leuthard. Donc c'est vrai que les femmes PDC qu'on connaît aussi ont marqué la politique et donc aussi la politique du PDC. Maintenant, est-ce que les femmes sont plus progressistes? Pour certaines questions, il y a un cas comme le régime des délais, par exemple, où c'était les femmes au sein du PDC qui ont
d'activer le discours au sein du parti. Finalement, puis en fait, je viens d'en discuter avec un collègue de parti, il y a des évolutions qu'on voit sur certains sujets, des évolutions aussi dans la société. Et le PDC est un parti extrêmement proche au peuple, donc chaque évolution qui se fait dans une population se fait aussi au sein du PDC. Nous sommes le parti bourgeois où il y a le plus de pourcentage de femmes par rapport aux autres partis bourgeois. C'est pour ça aussi que ça se voit un peu plus, parce que chez les socialistes ou les Verts, je crois, le fait d'être femme n'est pas tellement unique. Donc je crois que ça c'est aussi un des éléments pourquoi on a un regard plus près aussi sur les femmes au sein du PDC, mais croyez-moi, c'est finalement chacun doit se battre aussi pour réussir dans la vie et dans la politique et aussi au sein du parti. Encore une fois, c'est plus une question, heureusement, des compétences et pas du sexe. On le sait, l'UDC par exemple n'a plus de section femmes. Quelle est votre réaction? C'est toujours moi. Je ne vais pas monopoliser la discussion. Finalement, je laisse les affaires internes aux autres partis. Nous avons nos propres affaires internes. Donc, c'est plus une question d'identification. Nous avons des femmes PDC qui ne sont pas membres des femmes PDC. Finalement, c'est plutôt un aspect technique. Mais pour moi, le parti, c'est une maison. Puis il y a plusieurs portes. Pour rentrer dans cette maison, nous avons aussi des jeunes, des JDC, des jeunes démocrates chrétiens, d'ailleurs qui ont réussi beaucoup. Ici dans le canton de Fribourg, nous avons les chrétiens sociaux, c'est aussi un groupement du PDC. Donc, c'est des gens qui veulent s'engager, qui ont un aspect spécifique sur la politique du PDC. C'est un enrichissement pour notre parti. Donc, je ne pourrais jamais m'imaginer d'abolir une section ou un groupement de notre parti, surtout pas si c'est des gens qui sont engagés en politique et au sein du parti. J'aimerais entendre Lucia Dalav parce que en discutant avec Béatrice Berthier, elle me disait quand même que l'engagement et le rôle des femmes se distingue un petit peu de celui des hommes, en ce sens que voilà, on s'axe plus sur la conciliation, une rhétorique sans doute au niveau politique plus respectueuse de l'autre que celle des hommes parfois, c'est ce que vous me disiez. Une conversation, aussi la question de la solidarité. Mais est-ce que vous partagez, Lucia Dalav, ce point de vue? Est-ce qu'il y a en gros une spécificité du rôle de la femme en politique? C'est toujours un petit peu difficile de faire des généralités pour moi. Je veux dire, on est femme, mais on le devient aussi. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont pour moi de l'acquis. Et c'est vrai que dans la société qu'on a, qui est quand même encore, qui a des relents patriarcaux, enfin c'est ce que je pense, il y a encore des choses qui sont spécifiques aux femmes. Je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas pour l'instant, il me semble que c'est le cas. Moi, ce que j'ai pu remarquer, en tout cas dans mon expérience, mais je fais partie d'un parti où c'est quand même plutôt une culture, c'est-à-dire que les femmes sont plutôt dans la conciliation, dans la recherche de solutions. On en discutait aussi avec Sabine Tigmounine, qui n'intervient pas, mais qui est aussi conseillère municipale, on est plus dans la recherche en fait de consensus et du bien commun, au-delà des appartenances. Alors bon, après ça va dépendre à quel niveau politique aussi on se situe. Au niveau de la politique du municipal, c'est plus facile. Dès qu'on arrive au niveau cantonal, là c'est beaucoup plus tranché. Mais les femmes sont minoritaires. Je crois qu'elle l'a très bien dit, ma collègue, elle l'a très bien dit. Les femmes sont largement minoritaires. Donc c'est aussi difficile de donner peut-être une autre impulsion au niveau de ce qui peut se passer dans les parlements. Mais je ne pense pas, enfin, par exemple, si on prend les remarques sexistes, le dénigrement, il y a des choses terribles qui se disent des fois dans les parlements. Évidemment, c'est le propre des hommes et les femmes. Je n'ai jamais entendu qu'il y avait ce genre de débordement. Donc elles ont quand même une façon, je pense, un petit peu plus nuancée de pratiquer la politique. Et je pense qu'elles ont aussi un autre rapport au pouvoir. Voilà. D'accord. Peut-être dire au public, vous avez été à Genève la première musulmane voilée à rejoindre le Parti des Verts. Comment est-ce que ça a été perçu? Alors, diversement. J'ai d'abord été quand même contactée pour faire partie de ce parti, suite à beaucoup d'engagement au niveau associatif.
Et alors il y a des gens qui étaient ravis, en fait, ils trouvaient que c'était intéressant parce que les musulmans font partie de la société, ils trouvaient juste normal qu'il y ait des femmes musulmanes qui s'engagent. Et puis bon, il se trouve que sur moi ça se voit pas sur tout le monde, mais voilà, sur moi ça se voit. Donc certains étaient très contents, d'autres étaient plus mitigés, ça les mettait peut-être un peu en porte-à-faux avec certaines de leurs valeurs, et ce qu'ils considéraient que ce que je pouvais représenter. Alors je fais partie des Verts, l'égalité homme-femme chez les Verts c'est très important, et voilà, le port du voile pouvait questionner en fait sur cette égalité. On en a débattu, on en a discuté, on n'en a pas fini avec cette discussion, il faut le dire. Mais c'est quelque chose qui évolue petit à petit en fait, en travaillant avec nous. J'ai beaucoup aimé l'idée du faire ensemble. C'est que maintenant, on fait ensemble. Et c'est à travers ce partage que les stéréotypes tombent, en fait. Puis on se rend compte que, voilà, le problème d'égalité homme-femme, en fait, il n'y en a pas. Très bien. Samir Gelassi, les femmes musulmanes, est-ce qu'elles doivent, selon vous, s'engager davantage dans la vie politique et associative suisse? Donc, permettez-moi tout d'abord de remercier cette invitation et surtout, ça fait plaisir de voir les jeunes musulmans qui sont actifs. C'est vraiment, ça fait un grand plaisir. Aujourd'hui, on parle beaucoup que les jeunes sont radicalisés, qui prennent la voie de l'extrémisme. Pour moi, déjà, le fait qu'il y a une association active, qu'elle a pu organiser ce débat, c'est un point positif à souligner. Ensuite, pour le rôle de la femme, je pense qu'il suffit d'étudier l'islam, tout d'abord, pour connaître sa position, son rôle dans l'histoire, de la culture, de la civilisation et la religion islamique. Aujourd'hui, dans mon discours de vendredi, permettez-moi de vous transmettre un petit point que j'ai souligné, c'était on est en train de vivre un événement important dans ces jours-là, c'est le voyage nocturne que le prophète il a fait de la Mecque vers Jérusalem. J'ai parlé en fait que ce voyage était arrivé après la perte de Khadija, la femme du prophète. Et je me rappelle que ce nom-là, il a son importance dans l'histoire de l'islam. Pourquoi? Parce que c'est la première femme qui a suivi le prophète Mohammed. Donc c'est la première croyante musulmane. C'est une femme. Donc ça c'est, il a une femme qui s'est engagée. Exactement. Le deuxième point, mais ce qui est plus important encore, c'est le soutien qu'elle a donné cette femme dans le message du prophète, parce qu'elle a mis son patrimoine, son argent, son pourvoir. Elle était une femme d'affaires. Elle a mis tout ça au service de la religion, mais en même temps de la société. Et si l'on parle alors des femmes suisses, excusez-moi, est-ce que les femmes musulmanes aujourd'hui doivent s'engager davantage? Est-ce qu'elles le font assez, de votre point de vue? Moi, je connais des bons exemples. Voilà. Et je pense que ce n'est pas la fin. Donc, il y a des bonnes initiatives qui ont besoin de les reconnaître et les encourager. Je vous donne un petit exemple. Je viens du Tessin et ce mercredi, ça vient d'achever la conclusion d'un projet qui a duré 4 ans. C'est un projet qui s'appelle Pas vers la Chita, la ville, où il y a une trentaine de femmes musulmanes, non musulmanes, étrangères et suisses qui ont travaillé ensemble pour des cours civiques, cours de langue, cours de connaissance de l'histoire de la Suisse, des visites organisées vers le Parlement, la commune. Ils ont assisté même des réunions des politiciens. Ils ont rencontré des femmes suisses donc, qui sont actives dans le monde politique. Et à travers ce projet-là, comme une mise en pratique de ces valeurs, de ces principes, des femmes, ils ont connu qu'il y a le domaine de bénévolat. On a maintenant de ces femmes-là, beaucoup qui sont actives dans la Croix-Rouge ou dans d'autres associations à l'aide des réfugiés ou des immigrés. Il y a, donc, je suis en train de parler de quelque chose de concret. Je pense que cet exemple, il y a d'autres exemples. Je ne peux pas dire qu'on est satisfait, mais il y a des bonnes initiatives qu'on a besoin de multiplier dans d'autres côtés. Très bien. Peut-être on va juste laisser la parole à Tania Guillaume pour réagir quand vous entendez ce projet. Quel est votre regard dans la mesure où vous disiez, vous
vous avoir, par exemple, en tant qu'aumônier à l'université, ici, avoir ouvert à nouveau l'espace interreligieux qui était inactif et silencieux avant votre arrivée. Est-ce que les femmes favorisent davantage que les hommes cette notion du vivre ensemble? C'est un petit peu difficile comme question, dans la mesure où je ne sais pas si c'est vraiment parce que je suis femme que j'ai ouvert cet espace. Avant moi, il y avait d'autres femmes, il y a eu un homme et puis des femmes. C'est ce qu'on disait, cet espace interreligieux en allemand, il s'appelle espace du silence. Et la boutade, c'était, ah oui, l'espace du silence, il est très silencieux. Il se trouve que moi, j'ai vécu au Liban, j'ai vécu avec, j'ai de très bonnes copines qui sont musulmanes, tout poil, vraiment toutes les sortes. Et pour moi, c'était évident, si c'est interreligieux, il faut au moins qu'on puisse y aller. Donc j'ai ouvert, entre autres, pour qu'on puisse faire les lavements rituels. J'ai juste sorti un Coran, enfin j'ai placé 2-3 petits trucs, c'était pas très compliqué. J'ai aussi mis des coussins de méditation parce que interreligieux, c'est pas que pour les musulmans, c'est aussi pour les bouddhistes. Et donc c'est devenu un lieu de vie. Alors est-ce que c'est parce que je suis femme ou est-ce que c'est parce que simplement j'ai la sensibilité du vivre ensemble que j'ai vécu à Beyrouth qui m'a donné envie de continuer? Voilà, la question reste ouverte, je crois. Et sur un projet comme celui que décrivait Samir Gelassi, un projet d'intégration des femmes dans des groupes comprenant des femmes musulmanes et des Suisses, j'imagine. Oui. Quel est votre regard sur un projet comme celui-ci? Ah, mais moi je suis pour, je trouve ça sympa. Je trouve que c'est toujours sympa. Nous, à l'aumônerie, on a fait justement des repas où on essaye d'inviter aussi différentes cultures, différentes personnes. Moi je trouve ça sympa. Bah oui. Vous vouliez réagir juste avant? Oui, je voulais juste réagir par rapport à la place souvent qu'on réserve aux femmes dans les communautés musulmanes. Et parce que je trouve quand même qu'on a tendance à enfermer les femmes dans certains rôles. C'est elles qui préparent les buffets, c'est celles qui organisent, c'est celles qui rangent la salle à la fin. Voilà, c'est un petit peu réducteur. Et moi, j'aimerais maintenant qu'on propose aussi autre chose aux femmes musulmanes. Alors, par exemple, qu'elles prennent plus la parole en public, qu'elles soient plus organisatrices, qu'elles soient plus importantes, enfin, que dans la hiérarchie des associations musulmanes, elles puissent aussi monter. Hein. Il y a un plafond de verre aussi, alors clairement, dans les associations musulmanes. Enfin, moi, par exemple, quand j'étais vice-présidente de l'Union des organisations musulmanes de Genève, j'ai toujours refusé de faire le PV, parce que c'est le truc que personne ne veut faire. Alors, voilà, on va trouver une femme pour faire le PV. Ils ont quand même trouvé une femme pour faire le PV. Mais pour vous dire, là, il y a vraiment des choses à un petit peu faire évoluer. Il y a des choses qu'il faut... voilà, je trouve... Alors, précisément, moi, c'était une question que j'avais envie de poser à M. Gelassi et je reviens vers vous. Oui, j'oublierai pas, je prendrai la parole. On parle d'évolution des mentalités très clairement. Quel rôle est-ce que, dans le cadre du projet dont vous parliez, vous travaillez aussi avec les hommes pour faire évoluer l'image de la femme dans la communauté musulmane? Bien sûr, non, parce que le projet, il a plusieurs préparations pour le réaliser. Donc il y a la phase où on doit se rencontrer avec les hommes, avec les maris, de les faire convaincre et expliquer surtout de quoi s'agit-il. Parce que sinon on aura des difficultés de collaboration. Je parle au niveau technique. Vous sentez quand même une certaine résistance? C'est en fait des visions culturelles, plus que des visions religieuses. Ça c'est déjà un grand problème que nous trouve... que quelqu'un qui connaît de l'extérieur de l'islam, toujours on a tendance de mettre le tout sous le titre de l'islam. Alors que beaucoup de choses qui se passent ne sont pas de l'islam, c'est des cultures ou des coutumes. D'accord, mais si on revient à l'islam elle-même, le fait que l'islam n'ait pas reconnu le ministère féminin, comme c'est le cas par exemple de l'Église protestante, ça change aussi la donne de la place de la femme dans la communauté elle-même. Peut-être Lucia Dalla, je vous sens non. Pour la fonction, disons, religieuse, la femme, elle a son rôle. Et son rôle, il est très important. Déjà, je vous ai cité le nom de Khadija, la première croyante. Aïcha, c'était aussi une grande savante de l'islam. Elle a transmis une bonne partie de la tradition islamique, des hadiths, etc. Elle était une femme de référence
Donc les hommes, les compagnons du prophète, ils étaient allés chercher chez elles la science et la connaissance. Le problème, je répète encore, qui se pose dans le monde islamique aujourd'hui, et peut-être aussi en Suisse ou quelques pays européens, c'est la mentalité qui bloque par rapport à des coutumes et des traditions. Je donne un petit exemple, je peux peut-être discuter le cas. Si maintenant dans une réunion des hommes, on trouve que madame, elle est la compétente, pourquoi pas? Ça veut dire une reconnaissance de ses compétences. Et ça, c'est la chose la plus importante de l'islam. L'islam ne regarde pas, disons, la couleur ou le sexe, il regarde la compétence. Si maintenant, Aïcha, elle avait la compétence, les hommes, ils viennent chez elle pour chercher la science. La même chose dans la période de Omar, il a mis, il a chargé une femme, comme on peut dire aujourd'hui, je me permets de dire le terme, comme ministre d'économie. C'est-à-dire une femme à Al-Madina, à la société gérée en majorité des hommes. On met une femme qui, elle contrôle les marchés, les souks et toutes les transactions économiques. C'était vraiment quelque chose de révolutionnaire depuis 14 siècles. La même chose, et je finis avec ce point-là, seulement pour vous donner quelques éléments. Dans l'islam, depuis 14 siècles, la femme a le droit de choisir son représentant. L'islam, peut-être dans des pays musulmans aujourd'hui, on ne reconnaît pas ça par vision culturelle, mais dans l'islam, dans la religion islamique, dans les sources de l'islam, le Coran, on trouve que la femme, elle a eu toujours ce choix et ce droit est garanti. Béatrice Bertli, par rapport à l'évolution, on est entre différentes communautés et traditions. On a d'un côté la communauté musulmane, on l'évoquait à l'instant, où la femme elle a un certain rôle, elle a une certaine image. En politique, on est d'accord, on s'intéresse d'abord aux idées et on va laisser en arrière-plan évidemment tout l'aspect de l'appartenance à une communauté religieuse. Pour vous, quel regard vous avez sur l'intégration justement de ces femmes qui viennent de différentes communautés religieuses dans le politique, dans l'arène politique? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui prime pour vous? Je reprends juste un élément extrêmement important que vous avez cité, c'est le bénévolat. Vous ici ce soir, moi je vous remercie du fond de mon corps parce que vous êtes ici et vous gagnez rien. Vous êtes ici parce que vous êtes intéressés, vous êtes des citoyennes et des citoyens intéressés. Comme l'engagement, que ce soit pour Frislam ou pour un parti. Et ça, c'est une minorité en Suisse. Les gens ne se prennent pas le temps plus que 20 minutes. Et puis là, ils commencent toujours par derrière, là, avec Kim Kardashian et les autres. Et puis quand on arrive à la politique, on n'a déjà plus le temps de lire. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Le bénévolat en Suisse diminue chaque année. Et là, je ne parle pas que de la politique, mais aussi des associations sportives, de communautés, dans les maisons de quartier, tout ça, c'est du bénévolat. Et je vous dis pourquoi. C'est parce que la reconnaissance dans le monde du travail, pour le travail du bénévolat, diminue. Parce que la concurrence, elle augmente, elle est plus élevée. Donc, moi-même, je l'ai vécu aussi quand j'étais parlementaire à la ville de Berne. On avait chaque jeudi soir, on avait le parlement, on avait la séance du groupe, tout ça. Donc, ça, c'est beaucoup de temps à côté de la famille et à côté du travail. Donc, pour ça, je vous remercie. Je crois que ça, c'est la grande question que nous devons nous poser ici en Suisse, que je me pose moi, en tant que secrétaire général, qui aimerait avoir chaque jour plus de fans, plus d'électeurs, plus de voix, plus de tout pour le PDC. Mais donc, évidemment, mais moi je vous dis ça, mais que vous êtes engagés dans un autre parti, mais soyez engagés. Ce qu'il nous manque, et puis encore, je reviens à votre question, je n'ai pas oublié, donc il nous faut des role models, des modèles. Maintenant, pour les femmes, d'autres femmes engagées, moi j'ai un mari qui est un peu connu en Suisse, il est Monsieur Prix, le surveillant des prix. On m'a posé à moi la question plusieurs fois, mais vous faites comment avec les enfants? À lui, on m'a jamais posé cette question, mais je vous assure ici, c'est lui qui est avec moi, qui passe du temps maintenant avec les enfants. On a du 50-50, mais on ne pose jamais la question à lui, on la pose à moi.
La même chose, en tant que secrétaire général, on avait beaucoup de candidats, des secundos maintenant pour les élections nationales, notamment, et ça c'était le plus visible, c'était des candidats d'origine kosovare ou albanais, qui avaient le même nom comme un joueur de football, Djemaili ou bien voilà, d'autres. Et on m'a posé la question, puis là je vais vous répondre. En tant que secrétaire général d'un parti, moi je m'intéresse à des gens qui veulent s'engager pour les points forts et les valeurs de notre parti. Cela dit, nous avons, que ce soit des gens d'origine albanaise ou argovienne comme moi, excusez-moi, ou d'une autre religion, ça ne m'intéresse finalement pas. Il faut que ce soit des gens qui veulent s'engager pour soulager les familles en Suisse, pour les places de travail et pour avoir aussi une sécurité sociale en Suisse. Ça, c'est les points forts. Et après seulement, il y a d'autres questions qui m'intéressent, mais le plus de gens qui s'engagent, le mieux c'est. Et je crois qu'il faut faire appel dans toutes les communautés. Hein. Et c'est vrai que les femmes ont besoin de plus d'encouragement parce qu'on se pose toujours la question est-ce que c'est conciliable avec tout ce que je fais, alors que les mecs plutôt disent mais non, je suis là. Donc pour cela, et je crois là il n'y a aucune différence entre la société que je connais moi. Et on a le dernier point juste, vous avez dit donc c'était des femmes musulmanes et des femmes suisses, oui. Mais je crois pas chaque femme musulmane est étrangère. Hein. Juste si vous faites, il faut pas, c'est plutôt ça la question, peut-être une question d'intégration des étrangers en Suisse que musulmans ou suisses. Voilà. C'est bien, Jolassi, vous souhaitiez réagir? Ah oui, en fait pour... non, pour ce qui concerne le encouragement, ça c'est très très important. Parce que, et permettez-moi de souligner, vous le savez mieux que moi, il y a beaucoup de pression médiatique sur la femme musulmane. Beaucoup de pression. Toujours la femme enfermée, la femme... c'est une vision stéréotype. Exactement. Il y a ce jugement négatif, on doit tout d'abord le corriger et le changer. Mais en même temps, il faut avoir une culture d'encouragement et de reconnaissance. Parce qu'on ne peut pas demander à la femme musulmane de faire et de participer sans qu'on doit l'aider et l'ouvrir les portes. Je tourne à ce projet de Tessin. C'est à travers ce projet que des femmes musulmanes et non musulmanes aussi, je répète, ils ont eu ces informations. Ce sont des cours civiques qui ont expliqué qu'il y a cette possibilité de faire ça, de faire ça, de faire ça. La volonté existe, mais il fallait aussi donner l'information et accompagner. Et je pense que ça c'est très important parce qu'en fait, on est en train de vivre ensemble. Et on doit élaborer cette culture de vivre ensemble. C'est très très important. Donc au lieu de juger, je pense qu'il faut faire des réflexions et trouver des solutions. Et je pense que des femmes qui arrivent, par exemple, dernièrement, je connais des femmes syriennes, des réfugiés qui sont au Tessin et qui font aussi ce travail de bénévolat sous autre forme. Vraiment, ça c'est vraiment à encourager, à reconnaître et à parler aussi. Parce qu'il y a cette tendance, on parle seulement quand il y a un mauvais cas, on essaye de généraliser. Mais pourquoi pas on parle de ces bons exemples et de ces expériences modèles. Voilà. Bertrand Berthier parlait avant donc de l'importance d'avoir des modèles hommes comme femmes. Je pense que vous la rejoignez facilement. Peut-être une question à Tania Guillaume. De votre côté, vous-même, voilà, vous êtes une femme qui représente aussi cette nouvelle génération de femmes qui ont un rôle très actif dans l'organigramme de l'Église protestante. Est-ce que ça aussi, ça a changé les choses vis-à-vis des paroissiens et de la vie de l'Église? Est-ce qu'il y a finalement, avec l'arrivée des femmes, une forme de modernisation? Alors ça a certainement changé certaines choses. Par contre, est-ce que ça modernise? C'est difficile. Mais c'est plus facile de répondre justement à la première question. Par exemple, j'ai été pasteur de paroisse dans un endroit où j'étais la première femme.
Et c'était assez amusant de constater que les gens, ils attendaient que je fasse le boulot du pasteur. Ça, c'est évident, je suis payée pour ça. Mais évidemment aussi tous les gâteaux et tout ce que fait madame, la femme du pasteur. Et puis, évidemment, on n'allait pas demander à mon mari de faire des gâteaux. Ils n'auraient jamais pensé à ça. C'est un peu pareil que ce que madame Vertli venait de dire. On lui pose la question des enfants. Et alors, ce que ça a changé quand même, je pense que c'est que les femmes ont probablement plus pris en considération les petits-enfants. Tout à coup, c'est le pasteur, c'est madame la pasteur qui va s'occuper des petits-enfants, qui va intégrer tout ça et qui va donner aussi des compétences à des hommes. Parce que maintenant, à Fribourg, par exemple, il y a un homme qui s'occupe des petits-enfants, de la petite enfance. Donc c'est devenu un ministère qu'on peut attribuer aux hommes. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a quand même eu un changement. On prend, disons, les enfants beaucoup plus au sérieux. On le disait tout à l'heure, il y a aussi cette énorme difficulté de concilier, pour pouvoir s'engager, toutes ces casquettes. Et donc on parle de cette quadrature du cercle et la conciliation entre la vie de famille, la vie professionnelle, et vous rajoutiez évidemment, et avec raison, l'engagement civique et politique. Alors, le constat, il est quand même difficile, parce qu'on a là, par exemple, l'exemple de Lucia Dalab. Vous avez vous-même, vous vous êtes engagé au conseil municipal de la commune de Verrier, près de Genève, et vous avez dû arrêter. C'est précisément par rapport à cette difficulté-là. Oui, il y a des moments où ça devient plus possible. Je dirais que si tout roule, on peut encore y arriver. Et puis dès qu'on a des plus gros problèmes, ce qui a été le cas dans ma famille, c'était juste plus gérable. Et puis il fallait aussi que je pense à ma santé, parce qu'à un moment donné, ça devient vraiment plus gérable. Les burn-out, ça existe aussi dans la politique à différents niveaux. Et alors, c'est vrai que je ne suis pas la seule. On a pas mal de jeunes mamans chez les Verts qui sont obligées d'arrêter dans leur mandat et qui renoncent parce que ça devient vraiment trop difficile. Il y a eu des discussions qui ont été faites, par exemple, au Grand Conseil Genevois, mais comme les femmes sont minoritaires, rien n'a bougé. Pour essayer justement d'arriver à mieux concilier les horaires d'une vie de famille et les horaires des commissions et quand il faut siéger. Ça reste quelque chose qui est compliqué à faire bouger. Oui, je crois. Oui, donc je crois la question, c'est aussi la question de notre système de milice. Parce que nous voulons des gens qui ont un travail, pas à côté, mais qui sont des gens qui travaillent. Et j'espère pas seulement des paysans et des juristes, enfin rien contre ni l'un ni l'autre, mais pour dire il faudrait plus d'infirmières, il faudrait de tout. Et c'est ça la grande question, de déjà pouvoir concilier la vie professionnelle, la vie politique et plus la famille. Donc je crois que c'est ça. Et puis, comme j'ai dit, je crois qu'il faut de plus en plus de modèles. Et puis là, je rejoins quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Donc, c'est une question d'image. Vous nous avez expliqué et montré des exemples qui ne sont pas connus. Voilà. Et puis la même chose pour des femmes en politique, on nous pose la question, mais vous faites comment ? Moi, je fais comme chacun. J'ai un besoin de vouloir m'engager parce qu'il y a des choses qui me dérangent, que nous n'avons pas des rentes sûres, quoi. Ça me dérange. Ou bien les familles ne sont pas assez soulagées, ça me dérange. Donc moi, je veux faire changer quelque chose. Et puis là, il faudrait des gens qui font, des femmes, mais aussi des hommes, qui font avec d'une manière beaucoup plus naturelle pour montrer c'est comme ça. C'est comme ça que ça se fait. Et je crois voir un changement. Et puis après, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est moins la question, donc hommes et femmes, c'est aussi une question, mais aussi une question de culture. Mais est-ce qu'il ne faut pas non plus, vous disiez, sensibiliser les employeurs à la valeur d'engagement des femmes en politique, parce que là aussi, il me semble qu'il y a encore une grande marge de manœuvre. Oui, évidemment, mais non, donc femmes et aux hommes, donc les gens qui sont... Donc, la valeur de l'engagement civique dans le monde du travail a beaucoup souffert. Je crois que c'est la même chose, je le connais moins par expérience évidemment, c'est la valeur de l'engagement dans le militaire, qui encore il y a 15-20 ans, c'était le truc à faire. Là, on en a parlé tout à l'heure avec Sad, qui lui, il a fait une carrière militaire, mais la conciliation de ça, aujourd'hui, un employeur, c'est embêtant de voir un monsieur qui veut s'engager au militaire. Donc, je crois la valeur pour tout ce qu'on fait à côté du travail,
tout ce qu'on fait à côté, ça ne doit certainement pas déranger le travail, alors que c'est une plus-value. Et puis oui, il faut des modèles, il faut aussi que les médias écrivent beaucoup plus souvent des best practices, donc des entreprises qui essayent, qui encouragent les femmes, les gens de s'engager, d'avoir la famille et de pouvoir concilier. Donc une soirée comme ici, aujourd'hui, ce soir, c'est aussi un pas vers cette société où on n'est pas encore. D'accord. Et quel rôle alors doivent Oui. jouer, selon vous, les hommes dans cette recherche de solutions? Ouais, je voulais juste pas décourager les gens. C'est pas parce que moi j'ai été très très engagée pendant 20 ans et voilà, donc c'est tout à fait et associatif et politique et professionnel et voilà. Donc c'est tout à fait possible. J'ai 3 enfants en plus. Voilà, donc c'est vraiment c'est possible, sauf dans certaines circonstances. Mais effectivement, moi je pense qu'au niveau des employeurs, il devrait y avoir des possibilités. Moi en plus, je suis employée d'État, donc je trouve que l'État devrait être un modèle et discuter des horaires, discuter des temps de travail. Mais il faudrait aussi réfléchir, pour ma part, à la rémunération du politique. Je sais que je ne suis pas pour le fait de professionnaliser, mais il faudrait peut-être voir, par exemple, on a beaucoup de peine à trouver des candidats pour le conseil municipal. C'est vrai que c'est une petite indemnité, mais ça demande énormément d'heures. Et ça, il faudrait peut-être réfléchir à ça, sans qu'on devienne un parlement professionnel, parce que ça, je suis contre. Aussi, dans le fait d'aider les femmes à s'engager, quel rôle joue, et je m'adresse peut-être sans doute à l'enseignante, le rôle de l'éducation? Il est central, le rôle de l'éducation. Mais vous savez, l'éducation, elle est dans un contexte sociétal. Donc elle est souvent le reflet quand même de la société. Même si elle essaye de faire progresser les choses, ce qui est très prégnant, c'est le modèle familial, c'est le modèle aussi sociétal, surtout à l'adolescence. Et là, on a encore beaucoup de chemin à faire. Il faut être clair, pour avoir une autre vision de la femme, une femme qui accède au pouvoir, qui accède à des responsabilités. On a encore relativement peu de modèles. Typiquement dans les médias, quand vous voyez le nombre d'interventions des femmes, il est largement inférieur à celui des hommes. La quantité de débats où il n'y a que des hommes, pour moi, ça ne devrait plus pouvoir exister aujourd'hui. Mais c'est encore souvent le cas. Je pense à une éminente féministe bernoise qui s'appelle Marthe Gosselin, qui constate que beaucoup de jeunes femmes ne s'intéressent plus du tout à la vie politique. L'école, dit-elle, et je la cite, ne leur apprend rien du combat de ces militants féministes et de leur histoire. Or, ce sont ces femmes qui leur ont permis de jouir de l'égalité. Comment peuvent-elles en prendre conscience si cette histoire-là est quasi absente des manuels scolaires? Vous la rejoignez? Pourquoi est-ce que l'école, en tous les cas en terre suisse romande, parce qu'en Suisse alémanique, cette féministe a lancé un projet en 2012 déjà, une brochure qui propose aux élèves de 10-16 ans, grosso modo, de revisiter toute l'histoire du féminisme et du mouvement féministe, mais en Suisse romande, pour l'instant, rien. Est-ce que là, on n'est pas non plus dans une lacune par rapport à une recherche de modèle et de prise de conscience de son passé, de son histoire et de la construction du combat qu'il a fallu? Bon, alors après, on veut toujours que tout se fasse à l'école. On veut qu'on apprenne à trier les déchets, on veut qu'on lutte contre l'homophobie, on veut qu'on prône l'égalité homme-femme. Il y a un moment donné, c'est vrai qu'il faut faire des choix. Après, c'est ça, où va la volonté politique? Et dans les programmes, sur quoi on va mettre la priorité? Je pense qu'au niveau historique, il n'y a pas encore vraiment une importance qui est donnée à ces mouvements féministes. Moi, j'aimerais bien aussi réagir. J'aurais bien voulu réagir parce que j'observe, donc ça c'est tout à fait sans chiffres ni statistiques, j'observe qu'il y a quand même certains milieux où on a de plus en plus de job sharing. Je reviens dans ma paroisse où j'étais en Appenzell, donc c'est vraiment l'endroit où on pense que c'est des gens qui sont rétrogrades. J'ai revisité la quantité de baptêmes que j'ai fait. Sur plus de 150 baptêmes, j'ai constaté que 90% des hommes travaillaient à temps partiel, 90%, donc 10% travaillaient à 100%, et il y en a beaucoup qui travaillaient à 80% pour avoir un jour où ils sont avec l'enfant et madame va travailler, et il y en avait passablement, quasiment la moitié, qui était à 60-60,
Un jour, l'enfant est placé à l'extérieur et sinon, les deux se partagent un boulot. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient des situations de cadre, mais de cadre dans des milieux où il y a beaucoup de femmes. Donc des boulots style hôpital, physio, donc le responsable de la physio, le responsable des urgences, etc. C'était des endroits où le job sharing avec hommes-femmes fonctionnait très bien, des temps partiels. Et peut-être qu'il faut juste avoir l'espoir qu'on commence petit et que ça, c'est porteur de message, justement. Donc des solutions novatrices, en tous les cas, qui sont en train de se mettre en place et qui permettraient une meilleure participation, un meilleur engagement des femmes dans la société. Oui, encore moi je reviens à ce point qu'il faut des modèles, parce que pourquoi est-ce qu'on s'engage à quelque part? C'est parce qu'on connaît quelqu'un qui a dit écoute, mais tu viens avec, et puis voilà, puis voilà, donc c'est exactement ça ce qu'il faut, peut-être plus que moi, si je me remets un peu dans l'âge où je devais apprendre des livres d'histoire, ça m'intéressait, je crois, moins. J'avais moi-même un modèle à la maison avec des parents engagés en politique, professionnelle, 2 frères, donc on était une famille absolument pas typique pour la ville de Aarau, mais voilà, ça c'était ma chance, mais je crois que c'est ça ce qu'il faut, et puis après il faut que ça soit facile, c'est ça, parce que dès qu'on a l'impression de rencontrer des obstacles, les gens disent ah bah quand même pas, et puis donc il faut enlever les obstacles, et puis le dernier point, et puis ça on n'a pas encore discuté, mais c'est la place de l'homme dans la vie de famille et dans la société. Et puis on a beaucoup entendu, puis il faut continuer à dire aux messieurs, faites place pour que les femmes puissent prendre place. Donc prenez place madame, ça veut dire faites place monsieur, mais c'est peut-être et souvent l'inverse dans la vie de famille. Et je rencontre moi-même dans mon cercle de société, voilà, des couples où c'est quand même à chaque fois, il y a le bébé qui pleure, c'est la maman qui court, donc, et puis l'homme, il n'a presque pas la possibilité. Donc ça veut dire aussi qu'en tant que maman, il faut laisser la place. J'ai dit tout à l'heure, là, et s'il achète des vêtements puis qui sont complètement à côté de la plaque, c'est égal, c'est comme ça qu'il a fait. Et puis, il faut laisser la place, il faut leur donner la responsabilité. Et vraiment, comme on le veut aussi, nous les femmes, dans d'autres domaines, je crois que ça, c'est le domaine où il faut aussi laisser la place. Et là, encore une fois, voir, et puis des papas, et je vais encore le dernier pas, et des grands-papas, qui jouent un rôle, et je crois ça c'est un pas qu'on voit maintenant, de voir beaucoup plus aussi des grands-pères engagés, des papas engagés, donc de les encourager jusqu'à ça devienne une naturalité totale, de voir les papas qui changent les couches, et puis voilà. Tout à fait, ça c'est au chapitre en tous les cas des solutions, le Tchadalab, d'accord avec ça? Ah oui, alors tout à fait. Mais c'est vrai que bon, moi je fais partie d'une communauté où les choses ne sont pas encore au niveau des mentalités. Je compte beaucoup sur les jeunes en fait, qui sont là dans la salle, et je me réjouis de les voir, et j'espère qu'ils auront des autres modèles de couple, peut-être que le modèle traditionnel papa-maman qu'ils ont vu, et qu'il faut aussi réfléchir à qu'est-ce que c'est être un homme. Et il y a des questions, et c'est peut-être aussi trouver d'autres modèles masculins aussi, qui soient positifs, qui soient valorisés. Un papa qui s'occupe de ses enfants, un papa qui fait la cuisine, c'est aussi très très bien, et ça doit aussi être valorisé. Je pense, on le fait, je pense pas assez aussi. Alors bon, moi je fais partie d'un parti, les Verts, le meilleur parti du monde. Non mais je réponds à Béatrice. Où effectivement, il y a beaucoup de ça, hein. Il y a beaucoup de job sharing, il y a beaucoup de parents qui se mettent à mi-temps, qui travaillent. Mais on voit que ça suffit pas toujours malgré tout. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on porte très en avant pour que les femmes puissent s'engager. Après, il faut aussi avoir une vie équilibrée. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut penser. Parfois, les gens qui sont engagés sont tellement engagés qu'ils n'arrivent plus à vivre. Et je pense qu'il faut trouver un équilibre de vie qui puisse faire du bien, où on se fait du bien. Samir Gelassi, je vous voyais sourire là, parce qu'on a, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, évoqué le rôle des hommes par rapport à la recherche de solutions. Il nous disait avant qu'en effet, ils discutent aussi avec les hommes. Exactement, oui. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que là, concrètement, il n'y a pas quand même, on va dire, la vitesse supérieure à mettre maintenant?
Écoutez, il y a encore beaucoup de travail à faire. Le premier travail, c'est déjà corriger des concepts. Lesquels, par exemple? Par exemple, de voir que la femme n'a pas de rôle, ou bien son rôle, il est seulement dans la cuisine. Ou, par exemple, l'homme ne peut pas rentrer lui-même dans la cuisine, ou ne peut pas, lui, éduquer les enfants, rester avec eux, permettre à sa femme de participer à une activité ou une soirée comme celle-ci. Moi, je pense que cette présence, elle est symbolique. Il me semble que beaucoup des sœurs et des femmes ici, musulmanes qui parlent, il y a le mari qui a resté avec les enfants. Ça, c'est un sacrifice. Et ça, c'est un rôle important de souligner. Et je pense que ça mérite un message de reconnaissance. Ça aide beaucoup. Parce qu'après que la femme, elle va rentrer chez elle, puis dire merci, voilà, ce soir j'ai participé à ça. Et lui, il est convaincu, je pense qu'on est sur la bonne route. Et c'est avec ça on peut avancer. Donc, corriger tout d'abord les concepts, et puis être en conformité avec les valeurs et les règles de la religion. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Surtout quand je parle de l'islam. Alors, je me rappelle, j'ai développé toute une série des conférences, des leçons autour du personnage du prophète, Mohammed. Que lui, il était un prophète, un guide d'État, donc un chef d'État, mais il était l'exemple et le modèle pour le mari et le père et le monsieur dans sa maison, dans son foyer. On a même des détails. Qu'est-ce qu'il faisait? Donc lui, il nettoyait sa maison. Et si je fais ces exemples, parfois je les fais d'une manière à provoquer. Parce que dans les clichés qu'on a de certaines mentalités, on pense que l'homme ne peut pas faire ça. Ça, c'est le rôle de la femme. C'est déjà, pour nous, c'est grave. Dans des pays, c'est grave que l'homme il rentre dans la cuisine. C'est honteux. Donc, on doit corriger ces images. Et quand je dis on doit corriger, on doit s'aligner à la tradition correcte dans sa source propre. Et je pense qu'on a beaucoup à dire. Déjà, ça, c'est le premier travail. Et ce travail-là doit être fait avec une manière sage, avec beaucoup de patience, mais surtout avec une bonne manière de présenter et de communiquer. Ça, c'est très important. Lucia Lalanne, sur cette question, au niveau du rôle d'un homme, tel qu'il nous est présenté là, qui fait aussi, par exemple, une tâche ménagère. Vous acquiescez? Ça correspond vraiment à ce que vous voyez dans la communauté? Alors, je le vois de plus en plus. Je le vois de plus en plus. Ça, c'est vraiment une question de génération. Ce qui me surprend, c'est que des fois, c'est les émigrés qui sont plus à cheval sur des sur des modèles qui vont se rigidifier, mais c'est aussi lié à l'immigration. C'est qu'après, ça devient identitaire. Et je vois des gens dans les pays d'origine qui évoluent plus et beaucoup plus vite sur ces questions-là. Donc, c'est complexe. La question de la migration fait qu'on peut tout d'un coup se crisper sur des choses qui deviennent notre identité et du coup avoir plus de peine à évoluer. Donc il faut qui se déroule par ailleurs dans les pays d'origine. Et je pense qu'il faut beaucoup accompagner pour ça la migration et faire en sorte que les gens se sentent accueillis bien et du coup ne se renferment pas sur une question, sur une identité en fait figée. Voilà. Mais après, sur les nouvelles générations, je vois pas mal de différences. Permettez-moi de réagir tout de suite à ça. Non, parce que c'est ça, c'est très important. En fait, accompagner l'immigration, je fais partie de la Commission fédérale de l'immigration, et je sais de quoi je parle, on a vraiment un grand problème. Ce problème se manifeste tout d'abord par le manque de l'information. Donc, si un immigrant qui arrive ici, on ne lui donne pas l'information, on ne l'informe pas sur notre réalité, sur les règles, sur le contexte, sur les défis, qu'est-ce qu'on attend après? Donc je pense que ça c'est très important
de accompagner ce passage en fait, car parfois on peut assister, ce qui est le cas de beaucoup, à un choc culturel agressif. Et donc après on ne se demande pas comment c'est arrivé et pourquoi c'est arrivé, malgré que nous on a un rôle dans ce choc-là, donc on peut le, disons, amorbidire. Vous devrez m'aider adoucir en fait ce choc-là ou diminuer un peu donc sa tendance. Voilà. Tania Guillaume, je vous vois sourire. Oui, parce que ça me rappelle une discussion très chaude qu'on a eue justement ici au sous-sol, à l'espace interreligieux, avec des filles. Il y avait une Tunisienne qui était habillée comme ma voisine de gauche, qui discutait avec des filles qui ont grandi ici et qui portaient le voile. Elle disait « Mais moi, je ne peux pas y croire, je vis en Suisse, je quitte la Tunisie, on se bat comme des dingues. La révolution de Jasmin, j'arrive ici, je vous vois, vous portez le voile, mais je ne peux pas y croire. Mais c'est quoi ces histoires ?» Et c'était vraiment exactement ça. Des filles qui ont grandi ici, puis qui essayent de se situer, de se donner une identité. Et la Tunisienne de souche qui, ma foi, elle n'a pas besoin de s'identifier puisqu'elle l'est. Donc c'est exactement ça. Et là, vraiment, on a eu des discussions extrêmement intéressantes et qui confirment qu'il faut vraiment donner une place. Donner une place, Bertrand. Oui, je crois que c'est une question d'identification. Est-ce qu'on doit chaque fois dire, donc, est-ce que je m'identifie moi seulement en tant que PDC, en tant que maman, en tant que catholique? Je suis catholique, voilà. Mon parti a l'image très très catholique, mais on n'est pas du tout que catholique. Mais pour dire ça, donc et puis tout à l'heure vous avez dit ça aussi, donc tout se passe quand même à travers l'éducation, pas de l'école, mais de l'éducation. Puis à un moment donné, moi j'ai dû expliquer à ma belle-mère, parce qu'elle m'a dit, mais maintenant avec le deuxième enfant, est-ce que tu veux toujours travailler autant? Je dis, mais écoute, mon mari et moi, on a la même formation. Et on a les deux cet esprit de vouloir s'engager. Moi, tu ne peux pas me freiner, comment tu veux. Et lui et moi, on a autant de plans ou pas de plans de comment il faut faire avec les enfants. Moi, je ne sais pas mieux faire que lui. Enfin, je pense des fois, mais... Non, mais pour expliquer ça, puis finalement, une femme, qu'elle soit musulmane ou autre, si elle a trouvé son domaine d'engagement, où elle veut s'engager, politique, dans la vie professionnelle, société, peu importe, c'est ça ce qui est important. Je crois après, ça, ici en Suisse, on doit vraiment le reconnaître partout. Donc il faut de la reconnaissance, je pense, dans la communauté, enfin, c'est ce que vous avez dit. Il faut de la reconnaissance dans le monde du travail. Et puis après, il faut que chacun donc, sait comment je veux m'engager, peu importe quelle image j'ai, parce que j'ai trouvé ma passion ou le domaine d'engagement. Et puis encore une fois, donc moi je suis ravie de voir qu'il y a des gens, et puis je crois maintenant entre vous et l'apéro, il n'y a encore que nous qui parlons, donc je ne sais pas si on peut arriver maintenant à la ronde des questions. Tout à fait. Mais écoutez, on va peut-être écouter. Oui, je voulais juste dire, en fait, encourager vraiment les femmes à s'engager en politique. Parce qu'on a souvent peur qu'on n'a pas sa place, on n'est pas compétente. Et en fait, dans un parti politique, il y a toutes sortes de niveaux d'implication. On n'est pas obligé d'avoir un mandat, on n'est pas obligé de participer à des élections. On peut simplement être sur un stand, on peut récolter des signatures, on peut s'impliquer de tas de manières très différentes. Et je voulais vraiment encourager les femmes à s'engager, parce que je pense qu'il y a vraiment de la place pour elles, et les partis seront ravis, quel que soit le parti. Peut-être un dernier mot avant de prendre les questions de chacune sur la question de l'engagement. Tania Guillaume. Alors j'ai posé la question à plein d'étudiants et puis il y en a un qui m'a dit un truc que j'ai trouvé assez intéressant. C'est effectivement quelqu'un qui fait de la biologie et qui doit faire des stages et qui m'a dit 90% des candidatures concernant la protection de l'environnement sont des femmes. Donc, il y a effectivement peut-être des domaines qui attirent plus les uns ou les autres. On sait que les femmes dans le politique, par exemple, c'est les grands champs, le social, la santé, l'éducation.
mais l'environnement aussi. Et l'environnement. Donc l'environnement apparemment aussi. Donc voilà, peut-être qu'il faut aussi admettre qu'il y a des spécificités, des endroits où on est plus à l'aise. Et du coup, il faut s'engager, mais certainement là où on se sent à l'aise. Ah, encore, j'ai tellement dit déjà. Va... Oui. Un mot de la fin par rapport à la question de l'engagement des femmes. Quel apport concret? Il faut de partout plus. The more, the merrier. C'est tout ce que je peux dire. Très bien. Merci Samir Jelassi. Le mot de la fin. Mot de la fin, c'est une information que j'ai lue aujourd'hui sur le journal. En fait, il s'agit d'une fille de la deuxième génération égyptienne qui est née à Milan, qui depuis 4 ans, elle mène un combat juridique pour reconnaître son droit de travailler avec le foulard. Parce que c'est une fille, elle n'arrive pas à comprendre, elle n'accepte pas comment elle ne trouve pas un travail, donc, et que le bloc, c'est son foulard. Je pense que c'est un modèle à présenter aujourd'hui, parce que cette fille-là, elle a ce courage, cette détermination, et elle a pu, avec une manière correcte, disons, avec un engagement aussi juridique, de reprendre en fait son droit et de reconnaître en fait son statut dans la société. Je pense que si aujourd'hui on parle de la participation, elle doit être garantie par 2 côtés. C'est comme l'intégration aussi. En fait, il y a cette volonté de participer, de s'engager, mais il touche la société, les institutions publiques, de favoriser et de faciliter en fait cet engagement. Très bien, en tout cas merci à toutes et tous. On va peut-être donner une rapide synthèse de ce que j'ai entendu ici et peut-être dans une conversation antérieure. En tout cas pour vous, Monsieur Samir Jelassi, si la femme a la volonté de s'intégrer, elle doit être encouragée et soutenue. Vous le disiez, la solution consiste aussi à travailler avec les hommes qui continuent de véhiculer parfois une vision un peu rétrograde de la femme. Il s'agit enfin de travailler ensemble pour affronter ces défis et la recherche du bien commun. Pour Béatrice Verki, vous m'avez clairement dit que la solution, que l'engagement dans la société civile et politique doit être ajouté à cette fameuse conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Vous militez pour une meilleure prise en compte de cet engagement par les employeurs. Vous interpellez aussi les femmes qui doivent laisser la place aux hommes dans la vie de famille et vous prônez enfin pour davantage de rôles modèles, comme vous le disiez, pour les hommes comme pour les femmes, afin de les aider à s'engager. Il y a pour Lucia Dalab un élément qu'on a peut-être peu évoqué, c'est les parlements en Suisse qui devraient davantage refléter la réalité de l'évolution de la société, tant dans une plus fidèle représentativité des femmes que dans les différentes composantes sociales et religieuses de sa population. Et enfin, pour vous, Tania Guillaume, la solution consiste aussi à rééquilibrer la complémentarité entre hommes et femmes pour offrir à chacun sa place en tenant compte de la spécificité des femmes et des hommes, sans qu'un homme doive devenir une femme ou inversement. Il y avait bien la reconnaissance de cette spécificité à chacun, et le vivre ensemble, disiez-vous, passe par ce rééquilibrage et par l'acceptation et la prise en compte de ces différences.